Mais Ariel, ouais, carrément. bonjour à tous. Ça pourrait être parfait. Merci pour d'être là pour la session autour de la levée de fonds. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné de 4 investisseurs qui représentent les VC parmi les plus renommés de l'écosystème. Donc merci à eux. Avant de commencer, je vais peut-être vous laisser à chacun la parole et présenter peut-être un peu vous présenter et présenter le fonds que vous représentez. Allez-y. OK, De Vas-y. pardon, j'ai commencé. Bonjour à tous, Alexis. Merci Jeff pour l'invitation, très heureux d'être là. Donc moi je travaille pour Elaya, on est un fonds d'investissement européen multi-stage, donc qui investit du pré-seed à la pré-IPO dans des sociétés B2B tech et deep tech européennes. Et moi je regarde tous les sujets AI, d'ailleurs que ce soit pour des thématiques d'investissement comme pour des usages en interne. OK. Bonjour à tous, pardon, Olivier Martret, je suis partenaire chez Serena. Serena, c'est un fonds européen qui est basé à Paris. Pareil, on investit en early stage, donc du seed à la Series B. On a plusieurs fonds, des fonds thématiques, un fonds en impact, un fonds en deep tech, un fonds en retail. Et puis on a nos fonds flagship, qui est un fonds qu'on vient d'annoncer, qui va faire à peu près 250 millions d'euros, sur lequel on va investir majoritairement en climate tech et sur ce qu'on appelle IA appliquée. Et deux mots sur le modèle qu'on a mis en place depuis très longtemps, l'operating team qu'on a. On n'est pas un simple investisseur, on essaye de mettre aussi des gens qui ont déjà exécuté autour des projets pour les accompagner sur toutes les phases d'exécution et toutes les problématiques opérationnelles sur la partie sales, marketing, RH, organisation. Et moi, je suis Audrey, je travaille chez Ventech depuis 15 ans. Ventech, c'est un fonds pan-européen tech avec des équipes multilocales en France, en Allemagne, dans les Nordics. Et donc, on investit dans la tech pan-européenne early stage, donc plutôt seed série A, avec des beaux succès que vous connaissez peut-être comme Vestiaire Collective, Believe, Webedia, Weavings. Et voilà. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Thomas, je travaille chez Eurazeo. Donc Eurazeo, on est un groupe d'investissement assez large avec différentes activités autour du private equity et de la private debt. Et plus spécifiquement sur la partie tech, on a différentes activités qui couvrent à peu près tous les stages du pré-seed jusqu'à pré-IPO. Et moi, je travaille dans la partie early stage. Donc on fait surtout seed, série A, série B, des tickets entre 2 et 15 millions d'euros dans toute l'Europe. euh, Avec une approche voilà, plutôt généraliste. Et pareil, on a backé un certain nombre de succès, notamment de la tech française, comme Swile, Homa Games ou Ornicar. Voilà. Merci avocate. Je vais commencer par une première question un peu d'ordre général. On a aujourd'hui un écosystème de financement qui est un peu en décélération. On a eu à peu près sur le premier semestre 3,4 milliards d'euros d'investissement en VC sur le périmètre France. C'est moins qu'en 2024 à la même époque, où il y avait 4,4. On a Station F, on va se focaliser sur l'early stage, et c'est d'autant plus vrai sur l'early stage avec des montants ou des noms, on va dire un nombre de deals qui a été divisé par 3 par rapport à l'an dernier, avec d'un côté des deals très concurrentiels avec une grosse inflation des tours, et de l'autre côté des deals pour lesquels il y a un peu plus de mal à lever. Est-ce que cette polarisation aujourd'hui, vous la vivez? Est-ce que c'est une question de niveau d'exigence qui a monté, ou est-ce que c'est une question de profondeur de deal flow? Comment vous, ça vous affecte et comment vous le vivez au jour le jour, Audrey? Vas-y, commence peut-être. Ouais. Profondeur de deal flow, non, je dirais non, parce que honnêtement, on continue à avoir énormément d'entrepreneurs. Le nombre de créations d'entreprises n'a pas baissé. Donc, on voit vraiment beaucoup d'entreprises. Après, je suis d'accord avec toi qu'il y a une vraie polarisation, on la sent. Il y a un peu enfin, il y a une dichotomie dans le marché avec, des, sociétés sur lesquelles, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence, tous les VC ont envie d'investir en même temps et des sociétés qui ont du mal à lever. Donc ça, c'est important pour vous à le savoir en tant qu'entrepreneur. Et c'est pas forcément toujours très rationnel, la raison pour laquelle on tombe dans une catégorie ou une autre. Donc nous, notre job d'investisseur dans un marché comme celui-là, c'est, selon moi, faire des paris un peu, ce qu'on appelle contrarian, c'est-à-dire, accepter, d'investir, à contre-courant de temps en temps et aller rencontrer des entrepreneurs qui nous racontent pas la même histoire que les autres et chasser l'opportunisme, de, la résilience. Autrement dit, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent là dans l'IA avec beaucoup voilà, d'opportunisme, de se dire il y a plein de choses à créer. C'est canon. Mais il y a aussi des entrepreneurs qui voient plus long terme. Donc, je dirais qu'il y a des fenêtres de quick win où pour entrepreneurs comme pour investisseurs, bah, on peut créer des sociétés qui vont avoir une très, très forte croissance, mais qui, à mon avis, ont une durée de vie assez courte et vont aller vers la sortie et le M&A très rapidement. Donc, il faudra sortir au bon moment, ensemble, entrepreneurs et investisseurs. Et d'autres entrepreneurs
qui sont peut-être un petit peu moins trendy ces temps-ci, mais sur lesquels nous, chez Ventec, on continue à s'intéresser, qui vont être plus résilients et peut-être un petit peu moins à la mode aujourd'hui au tenté, mais avoir, je dirais, le temps de construire du chiffre d'affaires, de l'EBITDA, jusqu'à voilà, trouver le bon moment pour la sortie. Vision que vous partagez, Thomas, par exemple? Ouais, je suis d'accord sur la polarisation. Je pense que c'est un truc, enfin, je pense que c'est un phénomène qui a peut toujours exister dans le venture, juste peut-être un petit peu moins à une période, hyper fast Ouais. autour de 2020-21, où là, on a arrosé un petit peu peut-être, à tout va et c'était beaucoup plus facile de lever, en particulier de lever même des, sans parler juste du seed, mais vraiment c'est série A, série B assez rapidement, même parfois avec des métriques, pas toujours, top niveau. Beaucoup de boîtes se faisaient refinancer à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est vrai que la barre est un petit peu plus haute. Soit il y a un mix en fait, la barre est un petit peu plus haute et il y a un sujet de, il y a un su enfin, à cette époque-là, toutes les tendances étaient hautes, quasiment, quoi. Ouais. Et là, maintenant, c'est vrai que, bah, il y a des buckets de tendances hautes et de tendances moins hautes. Donc effectivement, il y a le play contrarian à aller se dire: «Tiens, je vais faire de la fintech aujourd'hui et pas de l'AI parce qu'il y a encore des super trucs à construire». Et que ça va être un peu moins hypé. Et aujourd'hui, oui, cette polarisation, elle est quand même très drivée par ce qui se passe en AI. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, il y a le monde de l'AI et le monde du reste de la tech. Mmh. Et je trouve que c'est quand même Mmh. pas mal là-dessus que ça se joue. Et là, bah, typiquement, jamais une verticale, une transversale, peu importe, à représenter autant, par rapport au nombre aux investissements totaux, c'est 40 aujourd'hui ou pas loin. Est-ce que ça se retranscrit dans le nombre de votre deal, enfin dans vos deals à vous? Et par exemple, Alexis, est-ce que Bah, tu vois vraiment le ouais, définitivement. ouais, Nous, la partie AI, ça fait un petit bout de temps qu'on investit dedans. On était Criteo, déjà à l'époque, c'était déjà l'intelligence artificielle. Shift Technologies, c'est de ouais, l'intelligence artificielle appliquée au monde de l'assurance. C'était des deals il y a 15 ans, 20 ans. Donc toujours, mais ça n'a jamais été cette amplitude. Et donc il y a eu toujours des phénomènes de cycle avec des étés où il y a plein de promesses dans tous les sens, et puis après un peu des hivers où il se passe plus rien, les gens n'y croient plus parce que les attentes ont été beaucoup trop élevées. Et là, on est dans un été qui dure très longtemps. Moi, ça fait plusieurs années, je dis: «Ah, ça sent l'automne, ça sent la fin». J'avais dit ça à l'été 2023, j'ai dit ça à l'été 2024. ouais, Bah, voilà, je me suis trompé 2 fois, donc c'est pour ça maintenant je fais plus aucune prédiction. Et je le vois aussi dans notre deal flow où on est plus sur, enfin pour moi, c'est vraiment une verticale, c'est une lame de fond. ouais, ouais, Au même titre que tu avais le domaine du SaaS, on est passé du software au SaaS. ouais. Et au début, il y avait des investisseurs qui étaient spécialisés sur le monde du SaaS. Et au début, bah, pareil, il y avait des investisseurs qui étaient spécialisés sur le monde de l'AI. Maintenant, c'est plus le cas, c'est partout. Je pense que, alors peut-être pas 100, ce serait un peu péremptoire de dire ça, mais je pense qu'il y a peut-être 90 de Mmh, notre deal flow mmh, qui est là-dessus. Et d'autant plus parce que nous, les sujets qu'on regarde, c'est les sociétés B2B, tech. Et donc aujourd'hui, je connais pas un seul comité d'administration où il n'y a pas une décision de la part du board de dire: «Ah, il faut pas, regarder le sujet de l'AI, c'est qu'une petite tendance temporaire». Donc mmh, dans toutes les sociétés, on dit: «Il faut faire de l'AI», mais comment ça se concrétise, ça, c'est un peu moins clair. ouais, Et donc il y a encore cette grande vague de juste de tests. Et donc c'est pour ça, il y a plein de startups qui se lancent pour faire face à ces tests. mmh. Olivier? Ouais, en quelques mots, parce que tout a été globalement dit, mais nous, ça se reflète aussi sur les 14 deals qu'on a fait depuis le début de l'année. On en a 9 qui sont Ouais. avec de l'IA comme proposition de valeur, alors sur différents secteurs d'activité évidemment, mais effectivement, c'est très présent chez nous. Sans ça, c'est hyper misleading les chiffres. Tu nous dis 40 des investissements, c'est dans l'IA, mais en Mmh, réalité, qu'est-ce qui n'est pas IA aujourd'hui? Quelle boîte, Mmh. quelle start-up ouais. early stage va se Mmh, lancer aujourd'hui sans avoir à minima une vision sur comment intégrer l'IA dans ses process ou dans sa proposition de ouais. valeur? Donc, Mmh. ça veut plus vraiment rien Non, non, non. dire, et même garder cette catégorie Ouais, comme une ouais. catégorie en tant que telle, hein, c'est un peu misleading, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, tu regardes les sources, tu vas prendre 3 sources différentes, tu vas avoir des chiffres qui, de toute façon, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc je suis complètement d'accord. Si on prend justement peut-être les projets qui sont plus core AI, où, on est là on Gen AI, donc on va dire un peu plus, IA, un peu plus deep tech ou AI générative. Est-ce que la grille de lecture, ça représente quand même de plus en plus de projets dans votre deal flow et dans votre screené. Est-ce que la grille de lecture ou d'analyse, vous, en tant que fonds, a changé par rapport à il y a 1 ou 2 ans, ou des projets un peu plus conventionnels, un peu moins IA? Est-ce que c'est les mêmes critères que vous regardez? C'est plus capitalistique, le go-to-market est moins clair, donc vous allez peut-être pas regarder les mêmes choses? Ouais. Olivier, par exemple, Ouais, bien sûr. rapidement, bon, globalement, je pense que la manière dont on analyse un projet reste la même. Mmh. Mais par contre, il y a eu un changement assez radical sur ce qu'on attend d'un projet qui travaille dans l'IA et notamment sur la partie traction. Ouais. Donc, si on investit en pré-seed, seed ou on investit en série A, les chiffres de croissance, l'ARR a totalement changé. Mmh. Et
Et du coup, la conséquence, c'est que les tailles des tours en seed, en série A aussi drastiquement changé. Ok. Une boîte va être, en tout cas si on est les product-led grosses, donc qui est une traction liée à des utilisateurs, elle va être internationale day one. Et donc globalement, on va essayer de regarder Mm. cette croissance-là dans sa. Et justement, il y avait un rapport assez intéressant de Stripe qui montrait justement l'évolution, la différence d'évolution entre les croissances d'ARR sur des boîtes IA versus boîtes SaaS. C'est plus 25% au minimum. Donc ça, c'est des choses que vous regardez. C'est quelque chose que vous regardez directement dans les métriques quand vous analysez un dossier maintenant. Oui, et après, je pense qu'on a faut aussi prendre les particularités de notre secteur et Ouais. de notre marché. On n'est pas forcément sur des boîtes qui sont PLG, donc qui sont plutôt customer facing, mais on va plutôt être sur des boîtes qui sont enterprise, Ouais. qui ont du coup des phases de croissance qui vont être aussi accélérées par rapport à du SaaS traditionnel. Donc on parle une boîte qui surperforme et qui va chercher 100 millions d'ARR. Aujourd'hui, une boîte AI native, elle va mettre 3, 4, 5 ans pour les plus belles d'entre elles. Et donc nous, typiquement, dans la manière dont on va réfléchir, on va analyser un deal très tôt sur où on veut avoir ce type de comportement, on va essayer de comprendre si elle est construite de sorte à pouvoir réaliser ce type de croissance. L'autre élément hyper important, c'est comme l'IA est devenue au cœur du process et de la proposition de valeur des sociétés, on va aussi regarder beaucoup plus en amont la compétence technique et le savoir-faire IA du CTO ou du Head of Engineering, etc., qui composent l'équipe. Et après, l'autre point d'attention qu'on regarde quand on fait de l'enterprise, c'est euh, toujours la compréhension qu'ils ont du secteur qu'ils adressent ou du workflow qu'ils vont essayer auquel ils vont répondre, des design partners avec qui ils ont déjà travaillé, quel est le ROI et est-ce que c'est un ROI qui est tangible au bout de 3 mois, 6 mois, c'est des choses qu'on va creuser particulièrement. Et c'est drôle parce que justement, sur cette histoire d'ARR, on en discutait par message avec Thomas avant sur l'ARR, Ouais. parce que la définition de l'ARR Bien sûr. a un peu changé par Ouais. rapport au monde du SaaS. Comme on est sur des phases de test, en fait, c'est pas l'ARR, c'est Annual Recurring Revenue. Et donc, normalement, nous, dans notre traditionnel enterprise software, c'est des contrats de 3 ans avec des clauses de sortie très compliquées où il faut payer à l'avance, donc très peu de churn. Ouais. Et là, ce que ne dit pas le rapport Stripe, Ouais. c'est le churn. Et donc, Ouais. quand on parle aux gens de Stripe, ils ont dit, alors on n'a pas voulu montrer les chiffres, ils sont désastreux. Ouais. Si on regarde, par exemple, Lovable, c'est 15% de churn à un mois. Ouais, c'est immense. Ouais. Après, on est beaucoup plus sur des produits B2C, donc sur des rétentions beaucoup plus faibles. Donc c'est pour ça c'est un peu dur de comparer parce que à la fois, ce sont des sociétés qui croissent beaucoup plus vite, mais avec des bases d'attrition, de churn beaucoup plus élevées. Donc en fait, il faut regarder plutôt à un an ce qui se passe pour savoir sur la base initiale qu'est-ce qui est resté. Et donc c'est des business models qui sont beaucoup plus volatiles. Et l'autre point, c'est sur les marges brutes. Ouais. Dans le monde du SaaS, on a tendance à dire des marges brutes entre 80 et 90%. Donc, pour 1 euro de chiffre d'affaires que vous faites, vous donnez toujours 10 centimes à AWS. Bah, maintenant, raison. c'est pour 1 euro de chiffre d'affaires que vous faites avec de l'AI, il y a plutôt 50 centimes, 70 centimes que vous donnez à OpenAI. Voire même certaines sociétés sont à marge négative. Ce qui veut dire que plus elles vendent, plus elles perdent de l'argent. Et donc, on est dans un monde peut-être un peu plus transparent ou plus dans le monde du marketing où il y a énormément d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui vont présenter leurs chiffres de croissance et vous, en tant qu'entrepreneur, mais pourquoi je ne suis pas passé de 0 à 100 millions d'ARR en 24 mois? Eh ben, c'est aussi, il faut regarder un peu les pertes qui sont associées, les moyens démesurés. Et ça, on se dit, c'est qu'il y a une énorme concentration de tous les investisseurs vers ces quelques sociétés. Et pourquoi? Parce qu'il y a une concentration aussi, là, ce que tu dis, on est des fonds de place ou des fonds de tier one, mais il y a énormément de fonds qui sont en train de mourir, donc il reste plus beaucoup de fonds qui font à peu près tous les mêmes deals. Et donc, il y a une distorsion de la concurrence avec quelques sociétés qui ont des moyens énormes et donc qui peuvent se permettre de croître très vite avec énormément de pertes. Mais si je peux me permettre, il y avait déjà du churn comme ça dans nos boîtes d'avant l'IA. Enfin, pour moi, en fait, c'est juste qu'il y a des boîtes qui ont un ICP SMB very early stage ou quasiment prosumer, et il y a des boîtes qui ont un ICP large enterprise. Et il y avait déjà des Dropbox, il y avait déjà des, je sais pas moi, des boîtes qui étaient sur un ICP very prosumer, quoi, et qui avaient des ACV très petites et avec du churn très élevé. Un Wix, par exemple, qui est un peu l'ancêtre de Lovable, je pense qu'il avait aussi un churn très élevé et une ACV très basse. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi on ne voit pas encore des entreprises AI native sur le large enterprise avec des gros ACV et avec peu de churn. Et là, c'est une question pour moi d'adoption du marché. On en parlait tout à l'heure avec toi, Jeff. C'est que, bien sûr, il y a beaucoup de early adopters sur la Gen AI,
mais ça va prendre du temps, tout comme ça avait pris vachement de temps pour les larges enterprises de passer sur le cloud ou de passer sur le modèle SaaS. Et d'ailleurs, je crois qu'encore maintenant, on n'est pas à 100% des larges enterprises qui sont sur du SaaS, quoi. Il y a encore peut-être 30% des boîtes cotées qui continuent à utiliser du on-premise. Donc, on voit bien que ça prend vachement de temps pour des grosses boîtes avec des grands comptes et sticky, donc sans churn, avec de l'adoption très très forte, pour se mettre sur les nouvelles technologies. Donc, Mais du coup, si je me mets à la place d'une boîte AI native ou une startup qui lance un produit, si de toute façon les seules personnes qui sont capables de m'acheter sont des ETI ou des enterprises, mais que pour autant l'adoption n'est pas faite, comment vous faites-vous pour évaluer la pertinence d'un go-to-market dans ce contexte-là, quoi? Parce que quel est ton coût d'acquisition? La Ouais. réponse, c'est quel est Mhm. ton coût d'acquisition? Il faut adapter le coût d'acquisition à ta cible et à ton adoption. C'est pas un problème. Dropbox a été une très belle boîte, donc c'est pas un ou Slack, c'est pas un problème d'avoir un modèle complètement product-led gross, sans sales, d'avoir un modèle très lean, sans investir trop, avec peut-être un aspect viralité, un aspect communautaire, pour acquérir tes clients quasiment gratuitement, en sachant qu'ils vont pas rester très longtemps et donc tu peux pas te permettre d'investir beaucoup. Et il y a quand même de la place, je pense, aujourd'hui pour des sociétés AI native large enterprise, mais il faut leur laisser le temps de grandir et d'atteindre les 100 millions moins rapidement que Mmh. les autres, peut-être. Et Je ouais, trouve quand même vas-y, qu'il y a, Thomas. il y a- il y a- il y a quelques petites. Enfin, comparé à des Dropbox ou à des boîtes un peu consumer comme ça, ce que ça a quand même ouvert les AI, c'est des boîtes qui sont pas forcément consumer, mais genre PLG, du genre SMI, ou focus sur par exemple des développeurs, ou focus sur Ouais, Lovable, par certaines exemple, ouais. personas, des prosumers, enfin ouais, des choses comme ça, qui atteignent avec des métriques qui, d'un point de vue SaaS, même pour une boîte consumer, serait vraiment objectivement dégueulasse, du genre 80% de churn year on year, moins 20% de grosse margin, tu vois, genre, et, et, euh, et qui arrive quand même à atteindre des scales parce que on est sur des marchés où la barrière à créer ces produits-là et la volonté des gens d'utiliser, au moins de tester ces produits-là, est tellement importante que le seul mode que ces boîtes sont vraiment capables de créer, surtout quand elles sont vraiment sur l'application layer, je parle pas des foundation models, mais vraiment des boîtes qui sont pas sur des sujets deep tech, c'est le momentum qu'elles arrivent à avoir. Je pense que Lovable, par exemple, c'est vraiment typiquement une boîte de momentum, et il y en a d'autres là Mmh. sur d'autres catégories en France, en Europe et ailleurs. C'est des boîtes qui sont capables d'atteindre des dizaines de millions d'ARR très très vite, donc de marquer enfin d'être une très grosse marque sur la catégorie. Est-ce que c'est les meilleurs produits? Pas forcément. Est-ce que c'est les meilleurs modèles économiques? Pas forcément à date. Mais ensuite, une fois qu'effectivement on est à 100 millions d'ARR et on est la marque connue par la terre entière sur sa catégorie, bon, à partir de là, normalement, et qu'on a levé en plus au passage quelques centaines de millions, normalement, on commence à être dans une position quand même pas mal pour faire vraiment, vraiment un gros leader basé sur en fait un truc de départ qui est du momentum, de l'exécution d'acquisition. Même si en fait le truc est un peu un feu de paille dans les premières années de la boîte, ça peut permettre à certains modèles comme ça d'émerger. C'est risqué, c'est bullish, c'est un peu à l'américaine, mais ça. C'est là que je disais qu'il y avait des quick wins et des boîtes très résilientes. Je pense que là, il faut savoir bien sortir au bon moment, quoi, parce que effectivement, le risque, c'est que ce feu de paille, Ne se transforme jamais en quelque chose ouais. de long terme. Ouais, Ouais. totalement. Et puis bon, Ouais, des ouais, boîtes comme ça, elles ont réussi aussi à se créer parce qu'elles ont cramé beaucoup d'argent et il y a totalement. énormément de fonds qui ont investi. Donc, parce qu'il y avait un momentum, un timing. Mais petit à petit, je pense qu'on est tous alignés sur le fait que les barrières technologiques sont en train de baisser et que ce momentum, il est en train de se resserrer, quoi. Donc, il en reste, hein, il reste encore à créer des catégories leaders sur certaines verticales très spécifiques. Mais il faut aller très vite, quoi, pour avoir cette place de Et catégorie leader. tu parles, Audrey, de vertical ou même de. Si on s'attache, parce que du coup, la GenAI l'IA regroupe pas mal de typologies de produits. Donc, tu parlais des LLM, des modèles fondation, où finalement, il y a l'essentiel du jeu semble être fait, ou en tout cas, capitalistiquement, c'est compliqué de rivaliser. Quelle tendance vous voyez? On parle d'agentique, évidemment, on parle d'IA verticalisée, on parle de MLOps pour optimiser l'utilisation de l'orchestration de ces différentes briques. Qu'est-ce que vous voyez au jour le jour? Est-ce qu'il y a des verticales, parmi tous ces sujets-là, des choses que vous regardez le plus? Est-ce que vous voyez quelque chose un peu frémir sur chacune de ces briques? Alexis, par exemple? Justement, j'en discutais un peu avant avec l'équipe AWS sur toute la partie sécurité Ouais. et IA, où il y a deux mots. Il y a à la fois comment utiliser l'IA dans le monde de la cybersécurité, donc comment est-ce qu'on peut automatiser tout un ensemble d'opérations. Donc, si vous allez dans un Security Operation Center, qu'est-ce que ça fait? C'est des gens qui regardent des alertes. Donc, il y a un côté qui est très manuel et qui dit activité manuelle répétitive, dit qui peut être automatisé par l'IA. Donc ça, c'est tout un pan qui est justement très lié à l'agentique, donc des bouts de software qui vont se parler entre eux pour regarder ces alertes. Et puis, il y a un autre côté qui est beaucoup plus
comment faire pour sécuriser l'IA. Je vois Giscard dans lequel on a investi. C'est exactement ce genre de problématique. C'est une angoisse terrible pour les CISO, c'est de savoir toute l'information qui sort, qui est confidentielle, qui est censée être privée, qui sort dans ces IA. Et on dit toujours data is the new oil. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement en dehors de la sphère d'activité des CISO aujourd'hui, donc des responsables de la sécurité. Et donc, il y a toute cette idée de comment faire pour contrôler ce Shadow AI, ces outils qui sont utilisés, et puis comment faire aussi pour s'assurer que si je transmets de l'information à LLM, même si je le fais dans un cadre de mon compte enterprise, que l'information n'aille pas leaker, qu'il n'y ait pas de la contamination de notre information, qu'il n'y ait pas des hallucinations, etc. Et tout ça, c'est des nouveaux modèles où on n'a aucune idée des conséquences. La seule idée qu'on a, c'est, étant donné les impacts business derrière, la moindre erreur peut être dramatique. Ok, très clair. Olivier? Non, ouais, globalement, nous, ce qu'on voit, je pense que la première vague de solutions IA dont on a tous entendu parler, c'est sur la partie sales, sur la partie marketing. Il y a beaucoup de boîtes qui sont déjà des champions et des catégories leaders et en fait, aujourd'hui, vont être très difficilement délogeables. Et maintenant, on va plus rentrer dans le corps métier et c'est là où c'est très complexe. Tu parles, est-ce qu'il y a des vrais cas d'usage en entreprise qui sont aujourd'hui implémentés? C'est pas vraiment le cas. On est encore dans cette phase de POC. On y reviendra, je pense, mais et donc, nous, ce qu'on voit, par contre, ce qui peut être hyper intéressant, c'est dans la fonction finance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées parce que, in fine, la data ingestion, enfin, ce que tu vas traiter pour pouvoir mettre de l'IA dessus, c'est assez simple. Mais par contre, là où il y a encore une feuille blanche, c'est justement sur ces sujets dans la pharma où sur la partie recherche est beaucoup plus complexe. Un autre élément sur lequel on a financé 2 boîtes, une sur la partie légale, dans une société qui s'appelle Formality, justement pour accompagner les équipes légales en entreprise pour pouvoir leur simplifier leur vie au quotidien. Parce qu'il y a de la complexité, il y a de la contractualisation, différents pays et ainsi de suite. Donc là, tu peux leur faire gagner 15, 20, 30% de productivité. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en première vague. La deuxième vague qu'on est en train de faire, c'est on a fait une boîte qui fait de l'outsourcing, enfin en tout cas qui vient remplacer toutes les plateformes d'outsourcing, notamment sur la partie service client. Et en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est là où le go-to-market va être beaucoup plus long, parce que pour pouvoir délivrer un ROI qui soit métier très important, il y a une phase de R&D qui est très très longue, parce qu'il va falloir ingérer l'ensemble de la data de l'entreprise, la connaissance de l'entreprise, parce que comme tu l'évoquais, en fait, s'il y a une réponse qui est fausse, c'est une réponse business et qui va avoir un impact négatif à terme. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler côté Serena. Audrey? Oui, nous, on essaye de réfléchir sur en quoi les startups qui se lancent maintenant, elles vont avoir un moat versus un OpenAI, par exemple, qui, lui, va pouvoir entraîner ses modèles, mais n'est pas encore sur les cas d'usage, mais pourrait du jour au lendemain décider d'y rentrer, quoi. Et d'ailleurs, ils ont déjà fait des annonces sur le HR. Donc, voilà, tous les jours, ils font une nouvelle annonce sur, bon, bah, en fait, on va créer des verticales métiers. Et donc, nous, on se pose la question de, OK, où est-ce que ce sera le plus compliqué pour OpenAI de rentrer? Et donc, ils vont le faire peut-être, mais en dernier. Et donc, on a un edge. Donc, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est des startups AI natives qui vont peut-être leverager ces LLM existants, mais qui vont posséder une expertise sectorielle très, très forte. Cette expertise sectorielle forte, elle est compliquée à acquérir dans certains domaines. Par exemple, dans la santé, où il y a beaucoup de réglementations, où il y a beaucoup de privacy des données, où il y a beaucoup d'intégration à faire avec on va dire des institutionnels publics qui sont peut-être un peu plus compliqués d'accès en termes de go-to-market. On va aller s'intéresser au physical AI, donc tout ce qui est autour de la robotique, où là, ça va être compliqué aussi d'appréhender parce qu'il faut créer des partenariats spécifiques qui sont pas des partenariats avec l'open web, ce qui a l'habitude de faire OpenAI aujourd'hui. Donc, on va aller chercher ce edge qui est finalement pas un edge technologique, c'est assez rigolo, mais Ouais. on est dans une vague de disruption technologique, enfin qui est apportée par la disruption technologique. Mais finalement, est-ce que c'est la meilleure techno qui va gagner ou est-ce que c'est pas plutôt la meilleure expertise sectorielle qui va aussi très bien utiliser cette techno-là qui va gagner parce que OpenAI ne l'aura pas encore eu? Enfin, c'est intéressant, enfin, toute cette discussion sur dès qu'on sort des use cases un peu produits de masse et qu'on rentre dans des use cases un peu plus enterprise, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, ce qu'on voit sur les foundation models notamment aujourd'hui, c'est qu'ils sont tous en train de se muer en des sortes de palantirs, c'est-à-dire qu'en fait, Ouais. j'ai ma stack tech, je peux même utiliser de la tech en dehors si besoin, mais je vais devenir une sorte d'agence, une sorte de cabinet de conseil qui va venir implémenter des use cases dans les boîtes. Donc la question sur de l'enterprise en particulier, donc avec de l'AI, c'est qu'est-ce que tu peux vraiment productiser, avec quel type d'expertise, sur quel type de vertical?
versus qu'est-ce qui va finalement tomber dans l'escarcelle, soit de foundation model qui font du coup cette démarche de conseil pour les clients enterprise, soit de cabinets de conseil qui, honnêtement, sur cette première vague en tout cas de l'IA et de l'implémentation des LLM, vont faire Beau pas mal de modèle. fric. Ouais, 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 franchement, Pas il y a pas pas vraiment pour nous, mais il y a des ouais, il y a ouais, peut-être des belles boîtes qui vont ils émerger, vont, ouais. non mais enfin qui vont émerger ou même Accenture à mon Ouais, avis, va se mettre ouais, bien et Capgemini et les autres, c'est clair. hein. Hem et donc nous c'est une des façons dont on analyse le truc. Nous globalement, donc au niveau du stack, on a investi sur des foundation models, donc Mistral, Edge Company, puis maintenant en robotique Genesis, et puis là on est encore en train d'en faire un autre. Hem, on a investi et mon intuition, c'était de me dire: «Bon, ces foundation models, c'est des méga tours» et en fait, même en étant un des très gros fonds européens, on n'a pas la possibilité de leader des sites de 100 millions quoi. Je veux dire c'est c'est beaucoup trop gros, ce serait une beaucoup trop grosse part de nos fonds, ça fait pas sens. Donc et ce que je m'étais dit, c'est effectivement comme cette couche applicative va être de plus en plus commoditisé et que moi, historiquement, j'aime bien les trucs un peu, enfin, moi, je parle de cybersécurité, infracloud, des trucs comme ça, j'aime bien les trucs avec un peu de défensibilité technique. Et je m'étais dit, ah, la meilleure couche, ça sera le middleware, Ouais. ce qui va être enabler, donc enabler de déploiement, enabler de sécurité, enabler de potentiellement, voilà, maintenant il y a des boîtes qui font du search, Shadow LLM, des choses comme ça. Et en fait, ça c'était vraiment l'intuition de départ, il y a même de 2 ans, 3 ans, quand un peu tous ces trucs-là ont commencé à émerger. Et plus ça va, je me rends compte que i sur ces couches-là, on construit tellement sur une infrastructure qui est mouvante et sur des modèles providers qui sont tellement, tentaculaires, qui ont tellement, capacité à développer des features en plus et en plus, plus les Google, les, ouais, les Meta, les machins qui ont quand même des labs d'AI assez deep, qui font beaucoup de choses, qu'en fait c'est une partie du stack. Je dis pas qu'il y a sûrement des choses à faire, mais c'est hyper casse-gueule et assez régulièrement, il y a des parties entières des catégories entières qui sont erased par, ce que ces mecs-là sont capables de réaliser et de faire. Donc, moi, dans un premier temps, ouais, je me disais: «Tiens, un truc qui va améliorer, la performance des modèles, le fait qu'il y ait moins d'hallucinations, des trucs comme ça». En fait, ça dans les faits, c'est très compliqué de créer des vrais business à partir de là et la défense et parce que tu peux pas avoir, le momentum que tu aurais sur un truc, plus, mass product Mmh. et tu as cette concurrence qui vient de gens, massivement fundés, quoi. Et c'est Et ouais. du coup, c'est Vas-y, vrai que vas-y. sur les critères d'investissement, tout Ouais, à l'heure, tu ouais, demandais, je rebondis parce que je pense que l'agilité devient, ouais, fondamentale, ouais, quoi. Ouais. Ça l'a toujours été dans le monde startup, mais là, dans un monde où tout est mouvant, les acteurs sont mouvants, les technologies sont mouvantes, et ouais, les fondations des marchés, même les business models sont mouvants, l'agilité devient, ouais, prioritaire, quoi. Mmh. Mmh. Merci Audrey et très intéressant. Et si on remonte, on parlait pas mal de l'applicatif et tout, et que si on remonte d'un cran et qu'on parle un peu plus infra, plus même, physique, c'est des choses qui sont un peu plus éloignées, on va dire, des plates-bandes traditionnelles, notamment pour les fonds français. Je pensais par exemple, alors il y a vous avez fait des investissements là, tout confondu, je pense à Opsmill, je pense à Genesis dans la robotique, à Vertical Compute. Est-ce que c'est des choses où vous êtes beaucoup plus prudent? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Est-ce que comment vous l'appréhendez cette brique-là? C'est un animal très bizarre Ouais, pour un VC. Le VC, il aime bien, asset light, des choses à peu près connues, mais c'est vrai que notre métier, c'est capital risque. ouais, Donc, il faut mettre du capital dans des choses assez risquées qui sont les technologies de demain. Et donc, effectivement, dans tous les domaines dont tu mentionnais. Et après, il y a un enjeu qui est aujourd'hui, il y a certaines sociétés qui ont besoin de beaucoup plus de capitaux pour se déployer. Et la question, c'est quels sont les bons types d'investissements à mettre en face. Historiquement, donc c'était du venture, donc c'était juste de l'equity. Et maintenant, il y a beaucoup plus de mix différents entre donc de l'equity, mais ouais, qu'on va leverager avec de la venture debt. Typiquement, moi, j'ai investi dans une société de robotique qui fait du robot as a service, donc qui va déployer des robots dans des entrepôts. Et donc, il y a une partie de l'argent qui va être utilisée non pas par de l'equity pour acheter et fabriquer ces robots, mais par de la dette, qui dit, ah bah voilà, il y a un objet physique en face, ça je sais faire. Moi, je sais pas dire combien valoriser un software parce que je suis une banque. Par contre, un robot qui ouais. tourne, je sais combien ça vaut. Et donc, c'est un autre instrument financier. Et c'est là où c'est plus simplement des compétences techniques à avoir, c'est vraiment des compétences financières où sur ces sociétés très hardware, en fait, la compétence autour du CFO, de la CFO va devenir beaucoup plus importante Mmh, pour savoir comment financer mmh. ces nouvelles technologies. Voir des modèles mixtes où tu as ton hardware et tu opères le système d'exploitation et Exactement. qui a été ouais, un mix des business models. Ouais. C'est quelque chose une vision que vous partagez côté Serena, Ventec, Eurazeo? Bah, rapidement, mais nous chez Serena, effectivement, on a aussi un fonds deep tech, donc qui Ouais, investit majoritairement sur tout ce qui est couche basse infrastructure. On a fait effectivement un modèle fondationnel H, on a mis un petit ticket. Effectivement, les fonds français sont pas en capacité de ouais, leader ce genre de tour. Et après, nous, ce qu'on regarde sur la partie deep tech, peut-être juste en aparté, mais c'est sur tous les projets qui sont open source, donc ouais, qui ont un go-to-market un peu particulier. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un prisme et un edge assez intéressant parce que
dans ce différenciant ou ce mode technologique, pardon, de pouvoir faire appel à la communauté pour toujours être Mmh. à niveau et pouvoir se battre sur des solutions technologiques qui sont développées par des sociétés privées. C'est un edge qu'on considère assez intéressant et avec un go-to-market US ensuite, mais donc on regarde plutôt ça, nous. OK. Oui, ça, c'est un bon exemple on dit sur la partie applicative où c'est très Ouais. facile d'avoir un Exactement. gros momentum business. Inversement, sur de la partie infra en open source, on peut avoir beaucoup d'utilisateurs et c'est peut-être comme ça qu'on peut driver et peut-être essayer de pouvoir faire le jeu face à OpenAI. Mais ça bouge tellement vite. Là, il y avait le OpenAI Dev Day. Ils ont annoncé tout un modèle sur agentique qui a mis à Ouais. néant Ouais, tout complètement. un ensemble de startups qui étaient dans l'orchestration d'agents. Ouais. Audrey? Mmh. Bah, c'est vrai que peut-être qu'on l'a moins vu sur les 5-10 dernières années, mais honnêtement, enfin Ventec, on existe depuis 25 ans, on a déjà fait, de la deep tech dans le passé, on avait déjà fait beaucoup d'hardware, enfin c'est des cycles quoi, hein, Ouais. donc du hardware, du semi-conducteur, je dirais pas que c'est atypique pour un VC, c'est juste que c'était un cycle dans lequel on était sortis peut-être Mmh. sur les 5-10 dernières années où on a fait tous beaucoup de logiciels purs. Mais nous, on a beaucoup de value drivers dans le portefeuille. C'est des mixed hardware-software, c'est des mixed chimie IA, c'est des mix, voilà, nouveaux matériaux mélangés avec du software. Donc, je dirais que ouais, notre métier, c'est de regarder des animaux un peu particuliers de toute façon, de base. Ouais, je pense que ce qui s'est passé quand même dans les dernières années, effectivement, c'est même indépendamment de l'IA, c'est que il y avait juste beaucoup d'argent à se faire sur des modèles SaaS qui sont honnêtement pour un VC des super modèles. Genre, c'est super cool. Sauf que la plupart des low-hanging fruit ont été un peu cueillis, notamment sur les grosses catégories qui peuvent faire des gros outcomes. Donc maintenant, on va un peu, la phase juste avant l'IA, c'était les vertical SaaS. Donc on a essayé d'aller sur voilà, des choses un petit peu plus étroites en se disant que ça pouvait expand en prenant des gros SCV potentiellement sur certaines catégories de clients. Donc il y a eu toutes ces expérimentations-là autour du SaaS justement pour essayer de pousser ce modèle plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, enfin, on est dans une phase où pour vraiment de nouveau créer de la valeur technologique, on va être obligé d'investir vraiment sur des technologies. Donc, en prenant parfois des risques un peu plus compliqués, comme du semi-conducteur, comme de la robotique, des choses comme ça, quoi, en étant un peu plus ouais, originaux sur les modèles qu'on est capable de financer, mais aussi juste sur le type de risque qu'on est capable d'underwrite, c'est-à-dire que pas juste être sur un risque en fait. Enfin, souvent, le risque sur le SaaS, en soi, c'était un risque de go-to-market, c'était plus un risque d'exécution. Mmh. Là, on revient maintenant sur des vrais risques techno, pas sur l'ensemble d'un portefeuille, mais au moins sur certaines parties d'un portefeuille. Mais d'ailleurs, juste, je reviens sur ces risques techno parce que je me mets même à votre place sur des sujets qui sont quand même assez éminemment complexes. Comment vous faites pour vous faire une conviction sur des sujets enfin, vous n'êtes pas expert du jour au lendemain, vous ne vous inventez pas une expertise en 3 semaines. C'est quoi comment vous faites? On n'est pas expert, mais on a accès à beaucoup d'experts. Voilà, Ouais, En c'est fait, ça. ouais, la Gen AI n'est que l'évolution. Ça fait 15 ans qu'on voit l'IA émerger et se transformer petit à petit en Gen AI, qui va peut-être probablement se transformer en AGI. Donc, quelque part, des experts, on les connaît, des experts de la vague d'avant qui ont suivi les évolutions de ces vagues-là et passent à la vague. On en connaît plein, quoi. Donc, en fait, ça reste notre même recette, quoi, hein, qu'on a toujours faite. C'est s'entourer des bonnes personnes, avoir un réseau très fort qui peut à la fois aider les sociétés de notre portefeuille, nous accompagner dans l'évaluation de ces sociétés-là et ouais, être bien entouré, quoi, hein, tout Mmh. comme un fondateur devrait l'être. Mmh. Je pense qu'un truc important, c'est aussi comprendre en tant qu'investisseur ce que c'est de l'expertise, enfin, dans le sens où, déjà, effectivement, on a accès à des réseaux d'experts et tout, mais quel est le bon niveau d'expertise qui est Ouais. utile pour assesser une boîte? C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de savoir coder à la ligne près le truc de mon client, ou enfin, le truc de la boîte que je vais analyser et d'avoir une compréhension hyper granulaire, ou est-ce que globalement, si j'ai déjà une bonne comparaison à high level des technologies, une bonne compréhension de quelles sont les tendances et que je passe un peu de temps à lire ces choses-là, c'est déjà pas mal, et même c'est la bonne hauteur de vue pour savoir ce que je peux baquer derrière en termes de business ou pas, tu vois? Mmh. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Et Olivier, tu disais un peu plus tôt qu'en fait la vitesse, notamment de déploiement de go-to-market pour des boîtes IA a considérablement augmenté. Elle a même dépassé un peu les frontières. Est-ce que vous regardez beaucoup plus ces projets en dehors maintenant, du coup? Est-ce que vous regardez beaucoup plus ces projets qui sont day one internationaux, voire en dehors de la France? Est-ce que ça a changé votre lecture et votre analyse par votre appétence pour les projets un peu hors France ou pas? Ouais, nous, ce qu'on voit, c'est surtout les startups qu'on rencontre, Ouais. qui souvent veulent faire une preuve de concept ou en tout cas commencer à avoir de l'attraction en France ou en Europe. Et en fait, très rapidement, alors je sais pas si c'est plus une question de posture, tu vois, une Mmh. vraie conviction de se dire de toute manière notre marché est aux US et très rapidement il va falloir qu'on teste et qu'on ait nos premiers clients aux US, etc. Il y a un enjeu qui est aussi particulier par rapport à l'Europe, c'est
l'enjeu de réglementation, de compliance, etc. Et toutes les boîtes, elles nous le disent, et elles font face à cette problématique de ces grands groupes ou de ces SMBs en Europe. Et donc, elles sont assez pragmatiques. Elles se disent, aujourd'hui, aux US, effectivement, mon sales cycle va être réduit. Alors oui, effectivement, il faut faire face à une compétition qui est accrue parce que ils nous ont pas attendu pour créer des boîtes IA. Mais la plupart, souvent, dans leur thèse de levée de fonds sur du seed ou des séries A, c'est pour partir aux US très rapidement. Parce qu'en fait, pour faire un catégorie leader sur l'IA appliquée, souvent, ça doit passer par les US. Et paradoxalement, on a une carte à jouer sur la souveraineté européenne en ce moment, Ouais. en ce moment même. Donc, Mmh mh. c'est vrai qu'il y a aussi une dichotomie dans le marché des fondateurs en ce moment, avec ceux, je te rejoins, qui veulent aller très vite aux US en se disant, bon, si je fais de l'infrastructure IA, il faut que je sois proche de mon écosystème qui est globalement américain aujourd'hui, ou chinois, en tout cas pas très européen, ou peu européen. Et en parallèle, on voit quand même beaucoup d'entrepreneurs qui se disent, ben, on a besoin d'une souveraineté européenne sur ces sujets-là. Et donc, il y a une carte à jouer, à la fois justement pour attaquer les larges enterprises qui, eux, sont sensibles à ces sujets-là, ou pour s'adapter aux réglementations spécifiques. Mmh. On a la chance d'avoir aussi 4 fonds qui sont internationaux pour le coup. Est-ce que vous voyez des spécificités très propres aujourd'hui à l'écosystème VC français dans les équipes, dans la façon dans l'adoption de l'IA, ou pas? Le nombre de foundation models per capita en France peut-être, je sais pas, qui commence à être assez élevé par rapport aux autres pays d'Europe à minima. Mais Stockholm, moi j'ai envie de parler de Stockholm là parce que Ouais, enfin nous on a une équipe dans les Nordiques. Waouh, ce qui est en train de vivre l'écosystème Nordiques en ce moment, c'est exceptionnel quoi. Vraiment, ils sont en train de sortir leurs cartes du jeu. On parlait de Lovable, mais vraiment là il y a un écosystème nordique sur la Gen AI qui est en train de se développer de manière très forte. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on rattrape notre retard. Autant on était plus précurseurs qu'eux, j'allais dire, sur l'IA traditionnelle, c'est-à-dire pré-Gen AI. Autant sur la Gen AI, ils sont en train de killer le game européen, quoi. mmh. Ce dont on n'entend pas parler, c'est le UK. Enfin, en tout cas, moi personnellement, le UK, là, je les vois plus. Dans les chiffres, il y a plus de levée de fonds. Enfin, en tout cas, ils sont en train de redescendre dans les rankings. Donc, ouais, les Nordiques et la France, je pense qu'on a notre carte à jouer sur l'Europe. Mais là où tu as un bon point, c'est que effectivement les startups françaises s'internationalisent plus, Mmh. mais c'est le cas pour tout le monde. Ouais. Ce qui veut dire que nous, quand on va regarder une société, en fait, la compétition avant, c'était ah bah, ton voisin Ouais. à Station F, Ouais, il fait à peu exactement. près la même Ouais, chose. Maintenant, c'est mondial. ouais. Et donc, nous, ça nous force aussi à regarder beaucoup plus à l'international. Et il y a des choses où, typiquement, on parle souvent des sujets robotiques. La Chine, enfin, quand on regarde ce qui se passe en Chine, Ouais, c'est littéralement à des années-lumière ouais, de ce qu'on est capable ouais. de faire en France. Et c'est également à des années-lumière de ce qui se passe aux US. Donc aux US, il y a tout un mouvement sur Mmh. American Dynamism, etc. Essayer de relancer la machine industrielle américaine. Mmh. Ça commence à être le cas en Europe avec les enjeux de souveraineté. Mais là, c'est des vraies questions fondamentales de nous en tant qu'investisseurs, en disant, bah, c'est bien, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas en train d'investir dans des startups qui vont bricoler avec des bouts de chandelle Mmh, mmh, par rapport à des vrais leaders qui sont en train de se construire mmh. aux US et en Chine? Est-ce que ça crée du coup toute velléité d'investissement dans ces pays-là, pour vous complètement, utopique, ou, est-ce que vous regardez ces marchés-là? Est-ce qu'il y a des coups à faire selon vous sur le marché? Je parle là, les 2 que tu viens de citer, Mmh. Chine, États-Unis. Quand tu es un fonds européen ou pan-européen, est-ce qu'il y a une carte à jouer là, ou est-ce que c'est Moi, plié? je veux dire, en early stage, Ouais, ne pas avoir de présence locale, c'est utopique d'être ouais, dans les OK. meilleurs deals, quoi. Donc, soit il y a des gens sur place, qui sont bien dans le marché et sont capables de parler le même langage que l'entrepreneur, détecter avant les autres, les startups les plus prometteuses, soit c'est utopique de se dire que tu vas rentrer dans des boîtes américaines depuis l'Europe, à moins d'arriver en late stage. En late stage, sur des valos très élevés ou faire du secondaire, sur, des sociétés, oui, mais c'est pas le enfin, en tout cas, c'est pas notre métier chez Ventec, quoi. ouais, en early stage, ça demande un vrai engagement. Enfin, puis même alors la Chine, encore plus dur à pénétrer potentiellement, mais les US aussi, tu vois, on pourrait se dire, c'est pas si loin, tu mets un fonds à New York, etc. En vrai, aller compete avec les fonds américains qui ont des brands de fous avec des JD-K-Corp dans leur portefeuille sur leur terre, etc. Bah, faut vraiment C'est que tu arrives à choper des gars très très forts, quoi. J'ai un co-investisseur, américain qui est basé à New York qui me disait: «Mais moi déjà investir dans une boîte à SF, ouais, bien sûr. c'est Mmh. plus compliqué que de venir investir dans une boîte en Europe». C'est-à-dire que de New York à SF, déjà si je suis pas localement, dans Ouais. l'écosystème, c'est mort. J'arriverai jamais à investir dans la bonne boîte, au bon moment, quoi.
Merci. Je vais peut-être revenir aussi je regardais le titre, là, les conseils des VC ou pour une boîte aujourd'hui early stage dans l'IA, est-ce qu'il y a des erreurs, des conseils, disons des erreurs que vous voyez régulièrement et sur lesquelles vous souhaiteriez les alerter, ou en tout cas des erreurs à ne pas commettre, on va dire, ou à l'inverse, des conseils à donner pour finir ce panel et cette table ronde? Non, non, c'est un truc que tu m'aurais dit, tu m'aurais posé la question sur une boîte qui est pas AI native, ça aurait été la même chose. Ouais. Enfin, on parlait d'expertise métier de plus en plus dans l'IA appliquée. Il va falloir identifier et comprendre l'expertise métier de la boîte en question. Et donc, en fait, la vraie problématique, c'est que tout le monde veut faire de l'IA en entreprise, Ouais. mais personne ne sait vraiment comment. Et donc, ce que ça veut dire côté entrepreneur, je pense qu'il faut cette market discovery, ces interviews sur son ICP, etc. Faut marteler et continuer à en faire au quotidien. Il faut que ce soit régulier parce qu'effectivement, c'est un marché qui reste mouvant et le besoin d'une entreprise A et B sera très différent parce que sa capacité à comprendre ou à avoir intégré déjà des outils IA dans l'entreprise sera très différente. Donc, cette agilité, ce besoin de comprendre son marché, être sur le terrain, etc., ça reste pour moi le truc très pragmatique, mais que parfois on oublie parce que souvent on pense au ROI très court-termiste quand on est entrepreneur. Et versus en fait, du coup, on pose pas les bases d'une boîte qui va être pérenne dans le temps et qui va grossir d'année en année. Ouais, moi je trique en fait c'est un conseil qui vaut en dehors de l'IA, mais qui vaut, je pense, encore plus dans l'IA. C'est rarement le meilleur produit qui gagne. Et souvent, les entrepreneurs français ont tendance à, voilà, Ouais. c'est un peu le cliché, mais ont tendance à surindexer le fait d'avoir le meilleur produit et donc de se dire qu'il y a une sorte de droit à gagner à cause de ça. Dans l'IA, honnêtement, plus que jamais, je pense que, enfin, en tout cas, moi, je vais avoir tendance à surindexer des fondateurs qui sont malins, presque plus qu'intelligents en réalité, qui ont cette agilité d'évoluer dans un marché qui est très très évolutif. Et encore une fois, ça va être une question de distribution plus que de produits. Et je pense que c'est un de mes learnings même des dernières années sur même des catégories très enterprise, genre cybersécurité ou des choses comme ça, où je me rends compte que vraiment, c'est rarement le meilleur produit qui gagne. C'est souvent la meilleure distribution, la meilleure exécution, etc. Et donc, voilà, je pense que c'est le. Ok. Et moi, je vais peut-être aller à rebours pour Ouais. conclure, de dire réfléchissez vraiment avant de lever des fonds, parce que ça se trouve, enfin, même très probablement, c'est pas la meilleure solution pour vous. Mmh. Je pense qu'il y a un appel où les fonds, ça a l'air de quelque chose de très shiny. On se dit, ah, c'est génial, j'ai des millions sur mon compte en banque, je vais pouvoir faire tout un ensemble de projets. Je pense que d'autant plus aujourd'hui dans le monde d'IA, il y a plein d'alternatives de financement qui existent, de s'autofinancer en particulier. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'avoir des fonds à son capital, c'est des contraintes. Nous, on a des exigences de performance qui peuvent sembler assez démesurées, qu'on investit dans une société. Le but, c'est qu'elle fasse les 100 millions de revenus, qu'elle soit assez grande, qu'elle devienne une licorne, qu'elle nous rapporte la taille de nos fonds. Donc, on a à peu près tous des fonds entre 200 et 300 millions. Donc, ça veut dire vendre des sociétés, si on a 10% du capital à la sortie, entre 2 et 3 milliards. Alors, je sais pas, vous allez d'avoir à peu près une centaine de personnes dans la salle. Je ne sais pas combien réussiront à faire une société qui vaudra à la fin entre 2 et 3 milliards. Alors rassurez-vous, à l'échelle européenne, c'est encore beaucoup plus compliqué. Euh, donc il n'y a pas forcément d'obligation de lever des fonds. En fait, vous pouvez être propre capitaine de votre navire, décider tout seul ou avec un petit groupe d'associés sans forcément lever des fonds parce que c'est beaucoup de contraintes derrière. Vous êtes assis sur une fusée. C'est voilà, c'est la petite fusée qui décolle, mais une fusée, c'est aussi en dessous, c'est pas mal de poudre et ça peut exploser dans n'importe quelle direction. Et donc c'est un autre choix et il faut être bien conscient de ça. Et il y a des liquides préf. Sur ce, Audrey, Thomas, Alexis, Olivier, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.